Nous allons ensemble aborder les différents mythes qui peuvent exister sur les cols structurales, puisqu'on sait que ces cols peuvent faire un petit peu peur éventuellement aux clients. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de vous démystifier ces produits pour une utilisation plus sereine. Dans un premier temps, donc je me présente, je m'appelle Tiffaine Flamand, je suis ingénieure 3e depuis 2017, en ayant précédemment travaillé dans d'autres entreprises faisant des adhésifs. Et donc mon département est celui des cols et des rubans industriels, donc tout produit qui pourra permettre de réaliser des assemblages. Je travaille sur le développement d'applications sur différents marchés de l'industrie, mais plus spécialement par exemple sur le marché du transport, comme le train, le bus ou les camions par exemple. Et j'ai une expertise vraiment plus particulière sur toutes les gammes de cols, donc tous nos adhésifs liquides. Mon rôle est d'assurer aussi des formations internes ou externes, comme aujourd'hui par exemple à travers ce webinaire. La gamme des solutions adhésives de chez 3M est extrêmement développée puisque vous allez avoir des produits qui sont avec des performances relativement faibles comme les adhésifs, par exemple double face fin que vous pouvez retrouver dans certaines applications, par exemple pour coller des cartons ou d'autres éléments. Vous allez avoir également des adhésifs qui vont monter après progressivement en performance, ce qu'on peut voir en suivant la flèche bleue ici sur ce graphique. Donc avec des rubans qualifiés de très haute performance avec nos rubans VHB mousse, qui permettent de réaliser des assemblages périns et durables. Et ensuite, on va continuer à monter en performance avec par exemple des cols mastic, que vous avez peut-être l'occasion d'utiliser déjà, ou alors, et tout en haut à droite de cette flèche, les cols structurales que nous allons voir aujourd'hui. L'école structurale, c'est pas nouveau chez 3M, mais dans cette technologie n'est absolument pas nouvelle, puisque déjà à partir des années 60, les premières 3M a été pionnier dans le développement des cols structurales, avec notamment la colle époxyde. Et ensuite, progressivement, d'autres cols ou générations de cols sont venus s'ajouter, avec par exemple dans les années 80, sur cette frise chronologique, les cols époxydes qualifiés de tenaces, qui présentent donc une très bonne résistance par exemple au choc. Et ensuite, les années 90 avec les cols acryliques, des générations ensuite qui vont être sans odeur pour plus de confort opérateur. Et encore maintenant, en 2021, nous avons le lancement de nouvelles colles qui vont arriver sur le marché pour répondre à de plus en plus exigences à la fois réglementaires mais également de performance. Attaquons-nous donc sur ces idées reçues qui sont tenaces sur les cols structurales et nous allons ensemble les réfuter. Les principales mythes que vous pouvez retrouver sur ces cols, vous avez peut-être déjà entendu dans vos ateliers ou vous-même avez été confronté, vous vous êtes dit ces choses-là, c'est premier mythe, les cols structurales ne tiennent pas. On verra comment réfuter ce mythe. Ensuite, tout ce qui compte, c'est de maintenir les pièces ensemble. Si j'ai essayé une colle, je les ai toutes essayées. Et enfin, le quatrième mythe, toutes les colles structurales sont époxydes. Et nous verrons ensemble comment réfuter l'ensemble de ces mythes les uns après les autres. Le premier mythe donc, les cols structurales ne tiennent pas. Vous avez peut-être vos opérateurs, si vous avez l'habitude de réaliser des fixations mécaniques, qui vous ont déjà rétorqué ce genre de réponse quand vous avez proposé d'utiliser des cols. Donc je vais vous demander, ici nous allons lancer un petit sondage, quelle est la méthode de fixation qui a la plus faible résistance au cisaillement sur un recouvrement de 2,5 cm sur 1 cm. Donc une résistance au cisaillement, c'est ce que vous voyez ici à droite. Donc c'est un assemblage où vous allez avoir toute la surface qui va être en contact l'une avec l'autre. Et donc les propositions qu'on vous propose, ce sont les rivets, les boulons, les points de soudure, la soudure continue ou bien la colle structurale époxyde. Et ici, on recherche donc la plus faible résistance au cisaillement. Donc on va attendre que vous répondiez, que la majorité des personnes répondent avant de partager le résultat. Le cisaillement, c'est un type de contrainte que vous pouvez régulièrement retrouver dans vos assemblages, que vous réalisez avec des fixations mécaniques. Le but ici, donc maintenant, de vous montrer après où se situe la colle structurale sur l'échelle de résistance. N'hésite pas, Raphaël, si tu vois le pourcentage d'avancement. Ouais, alors on a un répondant, donc à 75% les rivets et à 25% les points de soudure. Donc c'est assez. Et vous avez tout à fait raison. Effectivement, donc la majorité, les rivets, mais aussi les points de soudure vont être des fixations qui vont être relativement
moins performantes en tout cas que des soudures continues ou des colles ou un collage avec une colle époxy par exemple. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avec un dérivé ou des points de soudure par exemple, vous allez appliquer la contrainte sur une zone donnée. La contrainte va être très localisée lorsqu'on va appliquer un stress. Alors que avec une soudure ou avec la réalisation d'un collage, vous allez répartir la contrainte sur toute la surface et donc du coup vous allez avoir une répartition plus homogène du stress. Cette répartition plus homogène permet d'avoir une meilleure résistance au cisaillement. Donc effectivement, merci à tous d'avoir répondu. C'était les rivets la bonne réponse. Maintenant que nous avons vu que la colle structurale permet de répartir les contraintes, voyons un petit peu sa définition. En général, on va définir une colle structurale comme une liaison qui est plus forte que les matériaux assemblés dans le cas de matériaux relativement peu solides ou dans le cas des matériaux à haute résistance mécanique, une résistance au cisaillement supérieure entre 7 et 10 MPa. 7 et 10 MPa. 7 à 10 MPa, ça leur représente entre 70 à 100 newtons par centimètre carré. Donc une force très importante sur une petite surface. Ces colles-là sont destinées à des utilisations où on va avoir besoin d'une résistance élevée, donc sur une petite surface, mais également où on va pouvoir avoir besoin d'une résistance environnementale, par exemple à des expositions aux UV, à la chaleur ou à l'humidité, mais également quand on va avoir besoin d'une résistance à des produits chimiques, tels que des agents lessiviels ou des huiles, etc., ou encore à la fatigue, donc une contrainte continue appliquée sur l'assemblage. Les mots-clés qui sont relatifs aux colles structurales, et c'est important de les connaître afin de bien anticiper et appréhender l'utilisation des colles structurales. Le premier, ça va être le temps ouvert d'une colle, qui peut être également appelé temps de travail, ou en fonction du format que vous allez utiliser de contenant, durée de vie en pot ou durée de vie en buse. Ce temps consiste au moment où vous allez appliquer ou à réaliser le mélange entre vos produits, ce temps correspond à le moment où vous pouvez réaliser l'assemblage et la fin du temps d'affichage. L'affichage, c'est le moment où vous allez mettre vos deux substrats en contact. Si vous attendez plus longtemps que le temps ouvert, vous allez avoir des problèmes de collage puisque la colle aura commencé à polymériser ou à sécher. Donc c'est toujours important de respecter ce temps ouvert qui peut être fonction notamment par exemple de la température, étant donné que la température va avoir tendance à accélérer la polymérisation des colles et donc accélérer la prise et réduire le temps ouvert. Ensuite, vous allez avoir un deuxième point qui est le temps avant manipulation. Ce temps, qui peut être appelé temps de serrage, est une valeur assez abstraite puisqu'en fait ça va dépendre surtout de votre application, mais c'est le moment où vous allez pouvoir déplacer votre pièce sans avoir de perte ou de rupture de votre assemblage et surtout des liaisons qui sont en cours de création. Donc en fonction de votre assemblage, si cet assemblage risque d'être contraint au moment de la manipulation, il vaut mieux attendre un petit peu. Si par contre votre assemblage a seulement besoin d'être déplacé mais reste à plat sans contrainte, vous allez avoir un temps de manipulation, avant manipulation, qui va être plus court. Et enfin, vous avez le temps de polymérisation, aussi appelé temps de prise finale, qui est le temps nécessaire à la colle pour qu'elle durcisse complètement à température ambiante. Donc ce temps-là, c'est à partir du moment où on a les performances finales du produit. Pour vous orienter, deux exemples. Ici avec les colles monocomposants, qui vont avoir un temps ouvert et qui ensuite vont être activés soit par la présence d'humidité, comme par exemple les colles cyanoacrylates, ou par la présence d'ions métalliques et en absence d'oxygène pour les colles anaérobies. Ce temps d'activation va ensuite vous permettre d'atteindre un temps avant manipulation et ensuite vous aurez votre résistance complète. Pour les colles bicomposantes, vous allez avoir un temps ouvert à partir du moment où vous avez mélangé les deux composants ensemble. Ces deux composants vont réagir jusqu'à atteindre des performances qui vont vous permettre de pouvoir manipuler votre pièce et ensuite d'atteindre une résistance complète dans un deuxième temps. Pour vous donner un aperçu sur un produit vraiment factuel, on va dire, ici la colle structurale époxyde DP410 qui va avoir un temps ouvert de 10 minutes. Au moment d'appliquer la colle, juste après le mélange de vos deux produits, vous avez un produit qui est encore liquide et qui va commencer à créer des liaisons.
À partir de 10 minutes, donc la fin du temps ouvert, le temps pour réaliser l'assemblage est passé. Si vous réalisez l'assemblage à ce moment-là, vous risquez de ne pas avoir les performances totales attendues. À partir des 10 minutes, vous allez avoir le produit qui va commencer à se gélifier. Et à partir d'1h30, vous allez pouvoir libérer, le temps de serrage ou le temps de manipulation est atteint, vous allez pouvoir libérer vos pièces. Et ensuite, la flèche continue puisque vous allez avoir une montée en performance continue jusqu'à la performance finale qui va arriver entre 24 et 48 heures après. Maintenant, attaquons-nous au deuxième mythe qui est tout ce qui compte, c'est de maintenir les pièces ensemble. Alors, on peut avoir des personnes qui vont nous dire oui, moi j'ai mis les pièces en contact, c'est bon, j'ai choisi une colle, ça va fonctionner. Il y a beaucoup plus de paramètres qui sont à prendre en compte quand on réalise un assemblage par collage, et notamment ce qu'il faut bien connaître et qui vont définir la résistance d'un assemblage, c'est deux notions qui sont l'adhésion et la cohésion de la colle. L'adhésion, c'est ce qui va se passer à l'interface entre la colle et votre substrat, et donc ça définit l'attraction qu'il va y avoir entre ces deux paramètres. Et vis-à-vis du substrat, ce qui est important de connaître, c'est de connaître l'énergie de surface et la préparation. Savoir également s'il y a une rugosité ou des rugosités de surface, mais également la présence, par exemple, de contaminants, dans le cas de matériaux de type métal qui vont être usinés avec des huiles de coupe, par exemple, ou des additifs comme les plastifiants pour les plastiques. Ensuite, pour la colle, ce qui va être important pour définir s'il y a une bonne adhésion entre votre substrat et la colle, c'est la composition chimique de la colle. Et après, on va prendre en compte aussi la vitesse de polymérisation ainsi que la viscosité, puisque la viscosité va avoir un impact sur le fluage ou sur la mouillabilité sur votre substrat. Ensuite, la cohésion interne de la colle durcée est également importante. Donc, c'est ce que vous avez vraiment sur le schéma en haut au milieu. Cette cohésion de la colle va vous permettre d'obtenir des densités de rééducation, des modules différents en fonction du type de colle qui est choisi. Ces caractéristiques chimiques, après, entraînent une résistance à la traction et aux conditions environnementales qui vont être différentes. Comment, à partir de ces informations, trouver la bonne solution? On vous propose une méthode qui ici, qu'on appelle chez nous ASPEC, qui va vous permettre de pouvoir répondre et d'identifier progressivement et de faire un entonnoir sur les solutions que vous recherchez. Le A du ASPEC va correspondre au type d'application. Qu'est-ce que vous souhaitez assembler ou fixer? Comment? Est-ce que ça va être des petites surfaces ou des très grandes surfaces? Quelles sont les exigences que vous recherchez? Ça va vous permettre de déjà définir, rétrécir le champ des possibles. Ensuite, évidemment, les substrats. On vient de le voir à l'instant, c'est important de savoir quels vont être les matériaux qui vont être assemblés et quelle est la surface. Ensuite, comment l'intégrer dans votre processus actuel ou comment modifier le processus pour pouvoir intégrer la solution. Donc, c'est important, notamment en termes de temps de polymérisation. Vous allez avoir des cycles qui peuvent différer en fonction de votre besoin. Ensuite, l'utilisation finale, le E correspond à End Use. Donc, ce produit, dans quel contexte va-t-il être utilisé une fois que la colle sera polymérisée? Est-ce qu'il va être exposé à des contraintes environnementales ou plutôt mécaniques? Et quelle est la solution qui répondra le mieux aux exigences? Et enfin, bien entendu, il faut toujours prendre le coût en considération lors de la mise en place de solutions. Et donc, faire un comparatif entre, par exemple, une fixation mécanique et une colle, par rapport aussi aux gains de qualité, de productivité ou également, par exemple, de propriétés supplémentaires qui peuvent être apportées. Et justement, ces colles peuvent vous apporter des propriétés supplémentaires qui vont vous permettre notamment d'avoir des assemblages solides avec une excellente résistance, on l'a vu, supérieure ou égale à des fixations mécaniques. Également une très bonne résistance au choc avec la répartition des contraintes, mais aussi une limitation des infiltrations d'eau, puisque vous n'avez pas nécessairement besoin de percer pour pouvoir faire votre collage, et donc du coup, vous allez préserver l'intégrité de vos matériaux. Ensuite, vous allez avoir également une grande liberté de conception, puisque vous allez pouvoir avoir des assemblages esthétiques. La fixation n'est plus forcément, la méthode d'assemblage n'est plus forcément visible, donc vous allez avoir une plus grande liberté de mouvement dans les assemblages que vous allez pouvoir réaliser. Également, dans certains cas, vous allez pouvoir réaliser aussi des allègements, puisque on retire
vous pouvez, si vous en avez préservé l'intégrité des matériaux, vous pouvez, par exemple, réduire l'épaisseur des matériaux tout en obtenant les mêmes performances. Cela intègre aussi du coup des conceptions innovantes. Et enfin, l'école, en fonction de l'épaisseur et de l'emplacement que vous allez les placer, va permettre d'avoir un bon impact sur les caractéristiques de bruit et de vibration, et aussi réduire, par exemple, on le sait, des frottements mécaniques qui peuvent exister quand vous utilisez, par exemple, des boulons ou des rivets. Enfin, votre process peut être optimisé. Donc, on peut avoir un gain de temps par l'utilisation des cols structurales, puisqu'il n'y a plus besoin de percer. Aussi, la soudure peut prendre du temps. Un collage va nécessiter un opérateur au moment de la dépose, mais ensuite, vous pouvez mettre de côté l'assemblage pour la monter en performance sur le côté. Et vous pouvez assembler des matériaux différenciés. Donc, les fixations mécaniques ne permettent pas toujours d'assembler des matériaux comme par exemple du plastique avec du métal, notamment par la soudure, ce que peut vous permettre de réaliser la colle. Et donc, voilà pour tout ce qui compte, c'est de maintenir les pièces ensemble. Ensuite, et vous avez peut-être été confronté à ce sujet, si j'ai essayé une colle, je les ai toutes essayées. Parce que vous avez une colle actuellement dans votre atelier et vous avez essayé de la mettre en œuvre dans une autre application et ça n'a pas fonctionné, donc ça ne marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de la colle va dépendre énormément de votre solution d'assemblage. Donc, en fonction de si vous allez avoir besoin de fixer des petits éléments, par exemple, vous allez avoir une contrainte localisée et relativement faible. Pour réaliser des joints d'étanchéité, vous recherchez plutôt un produit qui va faire de l'encapsulage, du potting, par exemple. Vous avez aussi le scellage. Au contraire, si vous cherchez de faire de l'application sur des très grandes surfaces, on va prendre un produit qui va avoir un temps ouvert très long pour avoir le temps de réaliser tout l'encollage de la surface avant de réaliser l'affichage. Des petites surfaces ou des panneaux sur cadre. C'est important d'identifier au départ le type d'application que vous allez avoir, puisque ça vous permet de mieux trouver la colle. Et donc, du coup, une colle ne va pas répondre à toutes vos exigences. Il faut une colle par application. Parmi les colles, vous aurez énormément de possibilités différentes, avec notamment, par exemple, des produits qui vont avoir des viscosités plus ou moins élevées en fonction du besoin. Si vous avez besoin d'appliquer sur des très grandes surfaces, vous allez avoir besoin d'un produit, par exemple, qui va s'appliquer facilement, qui va facilement mouiller la surface, donc avec une viscosité relativement faible. Au contraire, si vous voulez un produit qui va bien se tenir, par exemple, quand vous faites une application verticale, il vaut mieux prendre un produit qui va être plutôt pâteux ou thixotrope avec des viscosités élevées. De même, en fonction de la surface d'assemblage ou en tout cas de la rapidité de votre process que vous souhaitez mettre en œuvre, vous allez avoir plusieurs temps ouverts qui vont vous être disponibles. Des temps ouverts quasiment instantanés avec des colles par exemple cyanoacrylate, à des colles qui vont présenter 90 minutes de temps ouvert quand vous allez réaliser par exemple des assemblages de très grande taille, ou si vous avez peur de ne pas maîtriser la température de votre atelier et que vous préférez avoir de la marge sur le temps de polymérisation. Enfin, vous avez des colles qui vont aller de 1 à 60 MPa en fonction du besoin, puisqu'on n'a pas toujours besoin d'avoir des performances de 400 kg au centimètre carré, 400 newtons au centimètre carré. Peut-être que 10 ou 20 peuvent suffire en fonction de votre besoin. Et enfin, des colles qui vont également avoir un allongement ou une flexibilité très importante. Et l'allongement peut être notamment recherché quand vous allez avoir des produits, vous allez avoir des matériaux différenciés à coller, qui vont avoir des coefficients d'expansion thermique différents, et donc quand exposés à des grandes variations de température, ne vont pas se dilater de la même façon. Une colle structurale avec une bonne flexibilité permettra d'encaisser ces dilatations différentielles. Au contraire, des produits avec des allongements plus faibles, qualifiés plus de rigides, vont avoir tendance à avoir une meilleure tenue en température. Donc après, c'est un compromis en fonction de votre besoin. Les colles se présentent également sous différents formats. Vous allez avoir des formats flacons, par exemple, pour les colles monocomposants, qui vont aller de 20 grammes à 500 grammes. Pour des produits qui sont bicomposants, vous allez avoir des cartouches, de petits formats, petits contenances, entre 45 et 50 ml, jusqu'à
des cartouches de plus fort volume à 400 ou 490 ml. Et ensuite, vous allez également pouvoir retrouver des conditionnements en vrac, que ce soit pour les produits précédemment cités, mais également pour d'autres produits plus courants, et qui vont aller de 250 ml jusqu'à 200 litres en fonction de votre besoin. Et ça, donc, ça va vous permettre notamment, par exemple, d'évoluer progressivement dans votre process. Si au départ, vous faites une application relativement manuelle et que vous souhaitez automatiser, vous allez avoir des contenants, des tailles de format de présentation qui seront différents et disponibles. Toutes ces informations sont disponibles et vous n'êtes pas seul pour choisir une colle. Vous allez retrouver ici, vous avez un QR code qui va vous amener à un guide de sélection des colles structurales qui se trouve également sur le site RS dès que vous sélectionnez une colle 3M structurale. Accompagné également, vous allez avoir des fiches techniques complètes à chaque fois sur les produits. Et il y a une équipe technique RS pour vous accompagner. Cette équipe, comme vous le voyez aujourd'hui, est soutenue par des experts 3M. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous aurez des réponses précises qu'on pourra vous apporter sur vos besoins. Enfin, le dernier mythe, ou en tout cas une méconnaissance, on va dire, des colles, toutes les colles structurales sont époxydes. Ici, nous avons à nouveau la définition d'une colle structurale. Donc, finalement, on va définir les colles structurales par tous les produits, toutes les colles qui vont nous permettre d'atteindre une résistance au cisaillement supérieure à 10 MPa. Et c'est ainsi qu'on va avoir plusieurs chimies qui vont pouvoir correspondre à cette définition de résistance au cisaillement. Ici, nous avons un sondage, donc on ne peut pas poser, puisque en fait, on ne peut pas poser de questions multiples, mais je vous invite à réfléchir à cette question qui, parmi ces colles écrites ci-dessous, lesquelles sont structurales. Et on vous propose les colles époxyde 2K, bicomposantes, les colles acryliques bicomposantes, les colles polyuréthane bicomposantes, les colles thermodétruissables PUR, qui sont en fait des polyuréthanes réticulables, les colles anaérobies ou les colles cyanoacrylates. Et donc, parmi ces colles, lesquelles sont qualifiées de structurales? Eh bien, en fait, toutes les colles sont structurales. Toutes celles-ci sont structurales, et il y en a d'autres également, mais celles-ci sont les plus communes. Donc, les époxys ne sont vraiment pas les seules qui sont disponibles actuellement sur le marché, et on va voir qu'elles ont chacune leurs propriétés. Donc, les colles structurales ont des chimies différentes. On va avoir en plus, parmi ces familles de produits, des compositions chimiques qui vont être déclinées afin de répondre à différents besoins. Donc, par exemple, les colles époxydes que vous allez pouvoir retrouver dans des configurations, on va dire, tenaces pour une très bonne résistance au choc et aux vibrations. Une variante rigide pour une très bonne tenue à température, par exemple. Une colle plus flexible, comme on le disait, pour résister à tout ce qui va être dilatation thermique. Et enfin, vous avez également des colles monocomposantes thermodurcissables qui vont être appliquées sur substrat et qui vont s'activer uniquement après exposition à la chaleur. Et l'avantage de ces colles, par exemple, c'est qu'une fois qu'elles ont été exposées à la chaleur pendant le cycle de polymérisation, derrière, l'assemblage est fini. Donc, vous pouvez avoir une colle qui va avoir polymérisé en 1 heure, par exemple, à 180 degrés. Vous avez d'autres types de colles, par exemple, les colles anaérobiques, vous allez pouvoir retrouver pour du frein filet ou pour des produits de retenue, par exemple. Ces chimies de colle vont avoir des comportements différents et vont apporter différents avantages. Ici, on compare par exemple la vitesse de polymérisation d'une colle qui a un temps ouvert de 5 minutes. Donc elles ont toutes le même temps ouvert, mais on va voir que la vitesse de polymérisation et les performances obtenues finales sont différentes en fonction des chimies. Vous avez ici par exemple à gauche en pointillé donc les colles polyuréthane, cyanoacrylate et anaérobie qui vont polymériser très très rapidement. Juste après, à la fin du temps ouvert, on va avoir une montée en performance extrêmement rapide, avec du coup après des performances finales qui vont être bonnes mais moyennes si on compare à d'autres solutions structurales. Vous allez ensuite avoir par exemple en rapidité les acryliques bicomposantes
qui vous voyez ont un temps de montée en performance un petit peu plus lente, mais quand même très rapide. Et ensuite vont vous permettre d'atteindre des performances intermédiaires supérieures aux colles précédentes. Et enfin, vous allez avoir les colles époxydes bicomposantes ou polyuréthane bicomposantes, qui elles vont vous prendre plus de temps à monter en performance. On va avoir un temps par exemple avant manipulation qui va être plus important. Mais par contre, à terme, au final de la polymérisation, les performances atteintes seront généralement plus élevées. Donc en fonction de votre process et en fonction de vos besoins de performance, vous allez avoir plusieurs solutions qui peuvent peut-être correspondre à votre besoin. Plusieurs chimies vont pouvoir correspondre à vos attentes. On reverra en détail juste après les trois chimies qui sont sur la gauche. Donc on va s'intéresser rapidement aux colles à droite, avec par exemple la première qui est les colles polyuréthane réticulées. Donc ce sont des colles qui vont avoir l'avantage de combiner la réactivité, en tout cas le temps de prise d'une hot melt, donc on va venir les processer à chaud, elles vont fondre, et ensuite, dès qu'elles vont refroidir, elles vont réaliser une première prise initiale, qui vont vous permettre de déplacer très rapidement vos pièces. Et ensuite, comme ce sont des polyuréthanes, elles vont réagir avec l'humidité de l'air pour continuer à durcir progressivement et atteindre des performances finales plus tard, plus élevées que des colles hot melt. Mais vous avez ce pré-maintien initial par le refroidissement de la colle qui permet d'avoir un temps de process relativement court. Vous allez avoir également les colles anaérobies. Les colles anaérobies, ce sont des colles qui vont polymériser en présence d'ions métalliques et en absence d'oxygène. Ce sont donc des colles qui vont être destinées à des applications très particulières, notamment par exemple pour la maintenance des applications de frein-filet ou d'étanchéité, de canalisation par exemple. Et enfin, vous allez avoir les colles cyanoacrylates qui ont l'avantage d'atteindre des très très hautes performances dans des temps extrêmement courts, c'est ce qu'on a vu précédemment, avec des bonnes résistances à la traction. Mais ce sont des colles qui, par leur temps de prise extrêmement court, vont être plutôt destinées à des assemblages de très petites surfaces et qui ne vont pas avoir forcément les meilleures résistances au vieillissement possibles. Et donc maintenant, si on s'attarde sur les autres familles, les trois autres familles sont des colles bicomposantes. À savoir, quand on va utiliser des colles bicomposantes, vous allez avoir besoin de différents éléments qui sont un pistolet qui va vous permettre de mettre en œuvre les colles, les cartouches qui vont présenter différents ratios de mélange en fonction de la nature chimique, et enfin des bus de mélange. Donc c'est tout un package entre guillemets qu'il faut maîtriser. Et justement, donc vous avez dans les files qui sont partagés sur votre droite dans le panel, le bulletin d'instruction EPX qui va vous permettre de vous orienter sur le choix des solutions, justement. Quel est le bon piston à utiliser en fonction du produit, ainsi que quelle est la buse de mélange. Donc ce document-là à gauche, vous allez le retrouver dans le panel. Si on regarde maintenant les colles acryliques bicomposantes, donc ici on a représenté un petit requin, parce qu'en fait on dit qu'elles ont des dents et qu'elles s'attaquent à peu près tout. Elles vont coller sur à peu près toutes les surfaces. Donc ce sont des colles qui sont assez polyvalentes, c'est l'avantage, et qui en plus sont moins sensibles à la préparation de surface que par exemple les colles polyuréthane ou les colles époxydes. Elles vont également monter très rapidement en performance, comme on a pu le voir. Et donc, ce sont des produits qui sont très polyvalents et très intéressants. Les points de vigilance qui sont associés à ces colles acryliques, ce sont qu'elles ont tendance à avoir une odeur relativement âcre. Vous avez des nouvelles générations d'acryliques qui ont des odeurs plus légères, mais ça peut être un inconvénient pour les opérateurs. Vous allez avoir aussi une résistance relativement plus faible que les colles époxydes, par exemple. Et les anciennes générations de colles avaient besoin d'un stockage réfrigéré, ce qui peut être une contrainte, et cela avait un impact aussi sur la durée de vie des colles, qui avaient une durée de conservation plus courte que les autres produits. Pour autant, ce sont des produits qui sont vraiment extrêmement polyvalents, et dès que vous avez besoin, par exemple, de coller du plastique, ce sont vraiment des solutions très intéressantes.
Ensuite, vous allez avoir les cols époxydes, donc finalement les cols les plus connus. Pourquoi ce sont aussi les plus connus? Tout simplement parce que c'est celles qui vont avoir la plus grande résistance et les performances globales les plus élevées. On l'a représenté ici par des petits muscles. Donc elles vont présenter une très bonne résistance aux températures, ainsi qu'aux solvants et à l'environnement. Et la gamme est extrêmement étendue, étant donné que c'est un produit assez historique, on a pu étendre la gamme, et donc vous allez avoir une grande variété de temps de travail, de vitesse de polymérisation, mais également de viscosité ou de robustesse. Elle va être adaptée surtout pour coller, par exemple, les matériaux à très haute résistance mécanique, donc métaux ou composites, mais vont aussi pouvoir réaliser des assemblages différenciés avec du bois ou du béton ou même certains plastiques. Elle présente également l'avantage d'avoir des durées de conservation extrêmement élevées qui vont aller de, par exemple, de 2 ans à 4 ans en fonction des références. Les points de vigilance, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus précautionneux lors de la préparation des surfaces et qu'elles vont monter plus lentement en performance et que du coup, il faudra avoir un temps de pré-maintien plus long, ou alors vous pouvez éventuellement aussi accélérer la polymérisation au four si cela est possible pour vous. Cela est réalisable avec des cols époxy. Et enfin, dernière colle, famille de colles que nous allons voir aujourd'hui, les colles polyuréthane bicomposantes. Ici, on a représenté une articulation puisque ce sont des colles qui vont plutôt être destinées à des assemblages souples, flexibles, et qui vont avoir l'avantage d'avoir une bonne résistance au choc. Elles ont également une bonne résistance au pelage et elles vont avoir un coût qui va être légèrement inférieur. On les destine en général plutôt au plastique, au bois, au caoutchouc, au béton, parce qu'elles vont avoir une mauvaise adhérence, ou une adhérence en tout cas plus faible, sur les métaux nus. Donc on ne les privilégiera pas pour ces applications sur du métal. Elles vont avoir une résistance plus faible aux solvants, et elles vont également être sensibles à une préparation de surface. Étant donné que ce sont des polyuréthanes, elles peuvent être sensibles à l'humidité qui risquerait de dégrader ou de certains composants à l'intérieur. Et ces colles sont moins régulièrement utilisées ou en tout cas moins recommandées actuellement parce qu'elles contiennent des isocyanates. Donc mais ça reste des colles qui restent très intéressantes dès que vous avez des applications où vous avez nécessité d'avoir une très grande flexibilité, une bonne élongation également de la colle. Et finalement, du coup, maintenant à votre tour d'imaginer et de concevoir des assemblages avec les colles structurales. Nous serons là pour vous aider, mais avec les éléments qu'on vous a donnés à travers cette démystification des mythes, j'espère qu'on vous aura convaincu d'utiliser des colles structurales. Merci à tous. Et surtout, n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat sur le côté. Alors, avez-vous un tableau qui récapitule les colles possibles en fonction des plastiques? Alors, on n'a pas nécessairement, en tout cas dans un tableau avec ce genre d'entrée, mais vous allez avoir effectivement des tableaux récapitulatifs et notamment dans le guide de colle structurale qui est mentionné juste ici, vous avez quelles sont les colles qui sont destinées notamment par exemple, et ça c'est le plus important, au collage de produits de basse énergie de surface. Ce qu'on va qualifier de basse énergie de surface notamment, c'est les colles c'est les plastiques tels que le polyéthylène ou le polypropylène, qui sont notamment relativement difficiles à coller. Et donc, vous allez avoir des explications sur quelles sont les colles qui sont les plus adaptées. Globalement, en général, on recommandera plutôt des colles acryliques pour le collage des plastiques. Mais vous pouvez avoir aussi des époxydes. Mais dans un premier temps, si vous souhaitez faire plutôt plastique sur plastique, je vous recommanderais les colles acryliques. Et parmi ces colles acryliques, vous allez avoir par exemple des colles qui vont être transparentes si vous avez besoin, par exemple dans des types d'applications de type publicité sur des lieux de vente, vous souhaitez coller du PMMA avec du polycarbonate, vous avez des colles qui vont être transparentes pour garder l'aspect esthétique pratique au col. Pour connaître l'énergie de surface d'un matériau, si vous ne connaissez pas par exemple exactement la nature, essayez tout simplement un test avec une goutte d'eau que vous allez déposer sur la surface et regardez comment la goutte d'eau se comporte. Si la goutte d'eau a tendance à se recroqueviller sur elle-même et à vraiment glisser sur la surface, on va avoir des surfaces qui vont être de basse énergie et donc plus difficiles à coller. Par contre, si la goutte d'eau s'étale très bien sur la surface,
vous êtes sur du coup une surface qui est favorable au collage et donc normalement avec moins de difficultés. Je vois que du coup il y a une deuxième question qui est: doit-on prévoir des formes particulières pour optimiser les collages? Alors oui, tout à fait. De même que pour des fixations mécaniques, vous allez prévoir des certains types d'assemblages. Pour les collages, c'est également le cas. On va toujours essayer de favoriser des collages sur lesquels on va avoir une, j'ai pas de schéma ici, mais en tout cas sur des collages sur lesquels on va avoir une application de la contrainte qui va être homogène sur toute la surface. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, du cisaillement statique ou dynamique, puisque là, on a toute la surface qui est contrainte en même temps. Donc, ce type de cisaillement peut être très intéressant, ou par exemple aussi des contraintes qui vont favoriser la traction. Par contre, on va déconseiller d'avoir des contraintes de type pelage ou clivage, puisque finalement, c'est simplement une toute petite surface de la zone de collage qui est soumise à la contrainte, et donc forcément, les résistances sont plus faibles. Donc, si possible, toujours essayer de favoriser du cisaillement ou de la traction par rapport à du pelage ou du cisaillement, du pelage ou du clivage. Si vous ne pouvez pas éviter le pelage ou le clivage, dans ces cas-là, il vaut mieux favoriser une colle qui va être plus flexible, qui pourra plus facilement encaisser justement ce type de contraintes. J'ai bien mis à disposition le bulletin d'instruction système EPX, téléchargeable sur la partie files. Très bien. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ça vous permettra vraiment. On sait que parfois on peut être un petit peu perdu dans le matériel qui est nécessaire pour l'utilisation de ces colles. Donc ce bulletin vous permet vraiment de vous orienter pour savoir quels sont les bus à acheter sur le site RS, avec quelle cartouche et quel pistolet. Et je ne vois pas d'autres questions. Très bien. Et bien dans ces cas-là, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Tiffany pour cette présentation et bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.